Un jour ordinaire de 1971, une alerte générale est déclenchée dans tous les aéroports des États-Unis. Un pirate de l'air a détourné un avion. L'appareil venait de décoller depuis quelques minutes lorsqu'un homme a affirmé qu'il portait une bombe et qu'il la ferait exploser s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des affaires criminelles les plus fascinantes de l'histoire récente, l'affaire Dan Cooper. Un homme mystérieux qui a réussi à détourner un avion puis à totalement disparaître. On va explorer les faits, les indices retrouvés, les théories les plus folles et tenter de comprendre pourquoi cette affaire continue de fasciner tant de monde. Entrons directement dans le vif du sujet en faisant un saut dans le temps pour revivre les événements de ce jour fatidique. On est le 24 novembre 1971 à l'aéroport international de Portland et tout semble absolument normal. Les voyageurs s'activent, impatients de rentrer chez eux pour les fêtes de Thanksgiving. Parmi eux, un homme vêtu d'un costume, d'un trench coat et d'une cravate noire avec un attaché-case en main. Il achète un billet en aller simple pour Seattle sous le nom de Dan Cooper. Il n'attire l'attention de personne en soi, on dirait juste un businessman lambda. À 16h35, il embarque à bord du vol 305 de Northwest Orient Airlines, un vol très court qui doit durer seulement 50 minutes. À l'intérieur de l'avion, rien d'anormal, le vol est à moitié plein avec 36 passagers à bord. L'homme s'installe tranquillement à l'arrière de l'appareil au siège 18C, il commande un bourdon avec soda et attend patiemment le décollage. Quelques minutes plus tard, l'avion décolle et commence son ascension. À 4500 mètres d'altitude, Cooper appelle l'hôtesse de l'air et lui tend une note. Pensant à une simple avance, elle glisse la note dans sa poche sans la lire, mais Cooper insiste calmement. « Mademoiselle, vous devriez lire cette note. La note est claire et concise. J'ai une bombe, faites ce que je dis ou cet avion explose. » Cooper demande $200 000 en billets de 20, 4 parachutes et un camion-citerne pour faire le plein de l'appareil à Seattle. Son plan est simple, atterrir à Seattle comme prévu, échanger les passagers contre de l'argent, décoller à nouveau et prendre la fuite en sautant de l'avion. L'hôtesse de l'air, sur le coup, elle est vraiment bouleversée. Elle prévient le pilote et il va suivre les ordres à la lettre, il n'a pas vraiment le choix. Il contacte le contrôle aérien de Seattle et informe la compagnie aérienne du détournement. Pendant ce temps, à bord de l'avion, tout va bien. Les passagers ne se doutent pas une seule seconde de ce qui est en train de se passer. Le pirate de l'air reste calme, détente. Il remet ses demandes à l'équipage avec un sang-froid impressionnant, comme une sorte de robot. Aucun signe de panique, une maîtrise totale de la situation. À 17h39, le vol 305 atterrit à l'aéroport de Seattle comme prévu. En regardant par le hublot, Cooper observe le balai des véhicules de police et des véhicules d'urgence. Ils sont là non pas pour l'arrêter, mais simplement pour procéder à l'échange. L'argent, les parachutes, le carburant, tout est là. Les autorités préfèrent ne prendre aucun risque, il y a une trentaine de vies en jeu. L'échange se passe parfaitement bien. Cooper libère les 36 passagers en échange de la rançon, des parachutes et du kérosène. Tout est carré. Il retient tout de même les pilotes à bord afin de piloter l'avion. Et c'est reparti, Cooper et les membres d'équipage décollent direction Reno, une petite ville du Nevada. Les choses intéressantes commencent à partir de maintenant. L'avion décolle à 19h40 et Cooper impose des conditions précises. Voler à basse altitude, environ 3000 mètres, à une vitesse réduite de 280 km/h, avec le train d'atterrissage sorti et également avec la porte arrière de l'avion ouverte. Les conditions parfaites pour faire en sorte de sauter en parachute finalement. L'avion est suivi de près par 2 avions de chasse qui tentent de surveiller chaque fait et geste de l'avion, sauf que la nuit commence à tomber et la visibilité est quand même très réduite. Après 5 heures de vol, l'avion se pose sans problème à destination. Évidemment, l'aéroport est bouclé et les militaires sont déployés sur le tarmac. Ils pénètrent dans l'avion, arme à la main, fouillent l'avion de fond en comble. Cooper a disparu. Son plan semble s'être parfaitement déroulé. Pendant que l'équipage était confiné dans le cockpit, Cooper a sauté de l'avion sans se faire repérer par les avions de chasse, emportant avec lui les $200 000 et disparaissant dans la nuit. C'est un véritable coup de maître et c'est surtout le début de l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des États-Unis.
Le FBI et les forces de l'ordre vont se mobiliser en masse pour essayer de retrouver l'homme. Un portrait robot est partagé partout et la traque est lancée. Ils vont tout d'abord interroger un homme du nom de Daniel Cooper, un citoyen lambda qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Il sera évidemment relâché sur le coup, ça n'avance en rien l'enquête, mais je trouvais ça drôle de le mentionner. Imagine on toque chez toi et on t'accuse d'avoir détourné un avion, pas ouf. À bord de l'avion, les enquêteurs découvrent 4 éléments. Une cravate noire à clip, une pince à cravate en nacre, un cheveu sur l'appui-tête, ainsi que des mégots de cigarettes. Je rappelle qu'on est en 1971 et la technologie du relevé d'ADN est encore en développement. Le relevé d'ADN ne permettra pas de connaître l'identité de l'homme. Ça aurait été un peu trop simple. Ils interrogent par la suite les personnes présentes à l'aéroport à ce moment-là. C'était avant 2001, donc les normes de sécurité dans les aéroports étaient bien plus faibles qu'aujourd'hui. Il en ressort du coup rien de bien intéressant. En analysant les données du vol, les autorités remarquent un changement de poids en plein vol, ce qui s'apparenterait au moment du saut. Ce changement a eu lieu au-dessus de la forêt dense du sud-ouest de l'État de Washington. À ce moment-là se posent 2 questions. Comment faire les recherches dans un environnement aussi hostile et est-ce que Cooper a survécu ? Parce que oui, cette immense forêt est réputée très dangereuse. C'est le terrain de l'ours noir, un beau bébé de 300 kg, et du puma, un carnivore pouvant aller jusqu'à 80 km/h pour te grailler la jambe. On parle ici d'une zone avec des montagnes, des vallées profondes et des zones très denses en végétation, ce qui peut rendre l'orientation très difficile, voire quasiment impossible. Sans parler des orages et des énormes averses qui provoquent de très nombreux glissements de terrain. Malgré tout ça, des centaines d'agents du FBI, de militaires et de volontaires parcourent les bois, les montagnes et les rivières. Des hélicoptères survolent la région, scrutant chaque clairière, chaque recoin. En dépit de 18 jours d'intenses recherches, aucun signe de Cooper. Pas de parachute, pas de corps, rien. Quelques semaines après l'événement, les enquêteurs vont trouver un premier suspect. John List, un homme qui avait tout bonnement tué l'entièreté de sa famille quelques jours avant le détournement. Son âge, les traits physiques de son visage et sa corpulence étaient semblables à ceux de Cooper. En plus de ça, le montant de 200 000 $ était identique à la somme des dettes qu'il devait. Il s'est fait arrêter pour meurtre et c'est lorsqu'il est en prison que le FBI va commencer à le suspecter. Les enquêteurs pensaient tenir le coupable, sauf que c'était avant qu'un événement relance totalement l'enquête. Le 7 avril 72, soit quelques mois plus tard, un avion est détourné de la même manière, avec une demande de rançon et tout le tintouin. Le mode opératoire est exactement le même et encore une fois, l'homme réussit à s'échapper en sautant d'un avion après avoir récupéré cette fois-ci 500 000 $ en échange des passagers. Cette fois-ci, l'ADN relevé donne un nom, Richard McCoy. Les agents du FBI connaissent ce nom tout simplement parce que c'était le pilote d'hélicoptère qui a participé aux recherches de Cooper. McCoy sera arrêté 2 jours plus tard et 499 970 $ seront retrouvés chez lui. Il a juste eu le temps de se faire un petit resto à 30 balles et c'est ciao. Il sera condamné à une peine de 45 ans de prison, mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Cooper et McCoy sont la même personne ? Le personnel de bord lors du détournement de Cooper sont formels, ce n'est pas la même personne. On en déduit juste que McCoy, en participant à la recherche de Cooper, a étudié le mode opératoire du pirate de l'air et l'a reproduit dans le but de se faire de la thune. Malheureusement pour lui, son ADN était bel et bien répertorié dans les fichiers du FBI. Les mois et les années passent et malgré les efforts, l'enquête piétine. Il faut attendre 7 ans en 78 pour qu'un chasseur tombe sur un mode d'emploi de l'escalier arrière d'un Boeing 727. Cette découverte est faite à 31 km de l'endroit supposé du saut. Ça ne fait aucun doute, selon les enquêteurs, c'est une trace formelle de Cooper. Quelques mois plus tard, dans la même zone, un enfant va faire une découverte encore plus étonnante. 5 800 $ en coupure de 20 enterrés. Toi tu trouves une pièce de 10 centimes dans la rue, il y en a ils tombent sur 5000 balles, c'est comme ça. Avant de procéder à l'échange sur le tarmac, les autorités avaient enregistré les numéros de série de billets dans le but de les traquer. Ceux-ci concordent avec ceux retrouvés, ce sont donc bien des billets de la rançon. Mais finalement, ça pose plus de questions qu'autre chose. Comment ces billets ont-ils pu se retrouver à près de 30 km du lieu supposé du saut ? Pourquoi seul un petit pourcentage de la rançon a-t-il été retrouvé ? A-t-il été trahi par un complice ? Ou ces billets sont-ils simplement un leurre pour brouiller les pistes ? Il faut attendre l'année 2000, soit 29 ans plus tard, pour avoir un nouveau suspect, et pas des moindres. Une femme contacte un média et affirme que son mari était Dan Cooper. Elle affirme qu'il est décédé 5 ans plus tôt et que juste avant de mourir, il lui aurait fait cette confession. Intriguée par cette information, elle explique qu'elle s'est renseignée pendant 5 ans sur le passé de son mari. Son nom est Dwan Weber. Lors du détournement de l'avion, elle ne le connaissait pas encore. Par contre, elle sait qu'il avait des problèmes de genoux, dû à une mauvaise chute en sautant d'un avion. Louche, mais...
Ok. Elle se rappelle également qu'il parlait dans son sommeil, notamment lors d'un cauchemar où il sautait d'un avion et disait avoir laissé ses empreintes sur l'escalier arrière. Très louche, mais ok. En 79, le couple avait fait une promenade sur le long du fleuve Columbia. Elle se rappelle que son mari était stressé et préférait marcher seul. 4 mois plus tard, les $5000 sont retrouvés à l'endroit précis où le couple avait marché. Très louche, mais... Ok. Vous pensez que c'est tout ? Non. La femme va retrouver un livre sur l'affaire de Dan Cooper à l'endroit où le couple vivait, avec des annotations, comme si Weber avait étudié le cas et comme s'il souhaitait savoir où en étaient les recherches. Avec toutes ces informations, le FBI va enquêter. Ils vont avouer que Weber est sûrement l'un des meilleurs suspects, mais rien de très concluant. La ressemblance entre le portrait robot et les photographies de Dwan Weber n'est pas considérée comme concluante, et en plus de ça, aucun billet n'est retrouvé. Weber n'a pas changé de vie après le détournement, donc si c'est lui, pourquoi avoir fait tout ça pour récupérer $200 000 et ne rien faire avec ? C'est frustrant. Encore un peu plus tard, les avancées technologiques permettent de réexaminer les preuves sous un nouveau jour. On est en 2007 et il y a de nouvelles techniques de pointe pour les enquêtes comme l'analyse ADN plus poussée et la modélisation informatique. Des traces d'ADN sont extraites des cravates et des cheveux retrouvés sur le siège de Cooper. Ça donne rien. Les échantillons relevés ne correspondent à aucun suspect connu, donc tous ceux que je viens d'énoncer, on est sûr à 100% qu'aucun d'eux n'est Cooper. Super. C'est sur cette nouvelle que le FBI, après 45 ans de recherche, clôture officiellement l'enquête. Ça reste l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire, un casse-tête insoluble. Évidemment, on ne pouvait pas finir comme ça. Je me devais de vous partager les différentes théories sur cette histoire. Si le FBI n'a jamais réussi à formellement identifier l'identité de Cooper, ça n'a pas empêché l'imagination collective de s'emballer, forcément. Commençons par l'une des théories les plus répandues, celle du survivaliste aguerri. Les partisans de cette théorie soulignent que Cooper a atterri dans une zone vaste et difficile d'accès, une région où seuls les plus expérimentés peuvent espérer survivre. Ils avancent que Cooper aurait donc pu se fondre dans la nature, construire un abri et attendre que les recherches s'apaisent avant de réapparaître, peut-être sous une nouvelle identité. Mais alors si Cooper a survécu, pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé ? Pour certains, la réponse réside dans une autre théorie, celle de la complicité. Et si Cooper n'avait pas agi seul ? Cette théorie est née que Cooper, bien que brillant et audacieux, n'aurait pas pu réussir un tel exploit tout seul. Les partisans de cette hypothèse avancent qu'il aurait pu compter sur un complice au sol, quelqu'un qui l'attendait avec un véhicule pour le transporter en lieu sûr. D'autres théories vont encore plus loin, suggérant que Cooper était membre de quelque chose de bien plus gros, comme une organisation criminelle. Selon ces spéculations, le détournement de l'avion pourrait avoir été le fruit d'une planification minutieuse, avec plusieurs personnes impliquées à différents niveaux, des informateurs au sein de l'aéroport, des complices pour falsifier les pistes, et des experts pour blanchir l'argent de la rançon. Cela expliquerait pourquoi aucun billet de la rançon n'a jamais été retrouvé, à l'exception des billets retrouvés le long du fleuve Columbia. Bien sûr, il existe des théories encore plus audacieuses, c'est mes préférées. Des théories affirmant que Cooper était un ancien agent de la CIA utilisant ses compétences en espionnage pour effectuer le crime parfait. Certains vont même jusqu'à avancer que Cooper n'a jamais sauté de l'avion mais a trouvé un moyen de se dissimuler à bord, jusqu'à ce que l'appareil atterrisse et ne soit plus examiné. Personnellement, ma théorie, c'est que Cooper a sauté et il est mort en fait. Il a pas réussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En vrai, quelle que soit la théorie, chacune souligne une chose, la complexité de cette affaire et la façon dont elle continue de fasciner et d'intriguer. Qu'il ait été un survivaliste solitaire ou un homme bénéficiant de complices puissants ou même un maître de l'illusion, je trouve que Cooper incarne parfaitement le mystère ultime, celui d'un homme qui a défié le système et a disparu sans laisser aucune trace.